J'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé plein de questions suite aux 2 pages sur la méthode philo pour le bac, la méthode de disserte que j'ai donnée dans les réseaux sociaux. Et donc voilà, je vais vous dire que ça va bien se passer le bac, je vais vous donner les derniers conseils et vous allez voir que c'est une épreuve superbe, c'est une belle épreuve d'ouverture que la philosophie, parce que vous allez peut-être prendre du plaisir, c'est le but du jeu. Donc je vous conseille de prendre la dissertation si vous êtes un peu entraîné dans l'année, pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a 2 choix, et donc vous pourrez prendre le sujet qui vous inspire le plus, alors que le commentaire, vous êtes un peu obligé de suivre le seul texte qu'il y a là, et parfois on est piégé. Et la deuxième raison, c'est que la notation pour le texte est beaucoup plus aléatoire que pour la dissertation. Si vous appliquez la méthode que je vous donne, je vous garantis que vous allez avoir minimum 12 sur 20 au bac. Alors, bien sûr, il y a toujours plein de distorsions dans les notations, mais en général, on a beaucoup plus que la moyenne avec cette méthode. Donc voilà, cette méthode, en quoi elle consiste? D'abord, elle consiste en choisissant le meilleur sujet, celui pour lequel vous avez des idées, celui avec des mots qui vous intéressent. Par exemple, si votre sujet, vous hésitez entre une science de l'homme est-elle possible, une science de l'homme est-elle possible, ou le travail est-il une nécessité ou un droit, voilà, à vous de voir quel est le sujet qui vous intéresse le plus, une science de l'homme, il faut bien définir les termes du sujet. À chaque fois, pour savoir quel est le sujet le plus riche pour vous, en fonction de vos connaissances, vous devez essayer de trouver tous les sens possibles, toutes les significations possibles du sujet. Une science de l'homme est-elle possible? Science, qu'est-ce que ça veut dire? Homme, science de l'homme, science humaine, est-elle possible? Possible, c'est quoi? C'est qu'on peut la faire, on peut la réaliser. Possible, ça veut dire qu'elle a un sujet précis. Possible, c'est que c'est souhaitable ou pas. C'est qu'on est autorisé de le faire ou pas. Enfin, il y a beaucoup de sens du sujet qu'il faut trouver. Et donc, vous devez faire varier les sens du sujet. Donc ça, c'est sur votre brouillon. Le brouillon, c'est très simple. Vous utilisez toujours une face, mais pas les deux. Vous n'écrivez pas recto verso sur votre brouillon, sinon vous allez vous perdre à retourner les pages et vous allez vous noyer dedans. Donc le brouillon, vous pouvez demander autant de pages que vous voulez, mais c'est une page à chaque fois, une face, que vous numérotez. Sur la première page du brouillon, vous notez le sujet qui vous inspire le plus et vous essayez de trouver tous les sens possibles. Ces sens possibles, vous en trouverez peut-être 5, 6, 7, 8, 9, devront être présents dans votre dissertation. C'est-à-dire qu'à un moment dans votre dissertation, vous allez pouvoir dire « la question, nous pouvons la prendre dans ce sens-là ». Ou alors, là, nous comprenons qu'il ne faut pas prendre la question dans ce sens-là, mais plutôt dans ce sens-là. Et vous allez dire « on peut définir possible comme ce qui est souhaitable, ce qui est autorisé, ce qui est probable, etc. » Vous allez pouvoir faire dériver toutes les significations du sujet au fur et à mesure de votre dissertation. Donc première page de brouillon, vous mettez comme ça tout ce qui vous vient. Et là, c'est vraiment, vous lâchez toutes les idées. Vous pouvez aussi mettre toutes les références, toutes les idées intellectuelles, culturelles, qui vous viennent à l'esprit en fonction du sujet. Mais quand je dis toutes les idées, c'est à la fois des idées bien sûr de votre cours de philo, mais pas que. Ça peut être des idées de votre cours d'économie, ou de cours d'économie que vous avez eu l'année dernière. Ça peut être des idées de tous vos cours d'histoire. Si vous avez quelque chose dans l'histoire qui vous a marqué et que vous pouvez en parler pendant un paragraphe, en vous distinguant du lot, si vous revenez sur la guerre mondiale et Hitler, il faut dire des choses intéressantes et un peu originales. Si c'est pour dire le méchant c'est Hitler, tous les élèves de terminale vont le dire sur leur copie. Donc essayez d'être un peu plus précis. Prenez des idées où vous pouvez vous distinguer du lot commun. Et donc les idées, ça peut être dans vos cours d'histoire, ça peut être bien sûr dans la littérature. En philosophie, vous pouvez citer plein d'exemples littéraires et les cours de français, vous en avez eu depuis très longtemps. Donc rappelez-vous tous les livres que vous avez lu, Le Grand Maulne, Le Rouge et le Noir, Emma Bovary, tout ça, ça peut exister dans votre devoir de philosophie. Alors vous mettez toutes les idées qui vous viennent comme ça à l'esprit, et puis vous commencez à réfléchir à une organisation sur votre deuxième page de brouillon. La deuxième page de brouillon, c'est très simple, vous faites un plan vide, c'est-à-dire juste les parties et les sous-parties, 3 parties, 3 sous-parties à chaque fois. Grand 1, petit a, petit b, petit c, grand 2, petit a, petit b, petit c, grand 3, petit a, petit b, petit c. Vous faites votre plan comme ça. Et après, il va falloir remplir tout ça. Le grand 1 répondra oui au sujet. Une science de l'homme est-elle possible? Oui. Le grand 2 répondra non au sujet. Dans le grand 1, vous êtes l'avocat, vous défendez le oui, de plus en plus fort. Grand 1, petit a, c'est fort. Grand 1, petit b, c'est encore plus fort. Et grand 1, petit c, la seule possibilité, c'est que ce soit oui. Exemple,
toutes les sciences sont le fait des hommes, des êtres humains. Donc une science de l'homme, non seulement elle est possible, mais il ne peut y avoir que de science de l'homme. Il n'y a pas de science de la nature. Donc le simple fait de parler de science, c'est qu'il y a un raisonnement humain. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas d'intelligence extraterrestre. Donc forcément, il n'y a pas d'intelligence et de science dans les animaux, chez les animaux, parmi les animaux. Même s'ils ont une grande capacité à sentir la nature, on ne peut pas appeler ça une science, un discours argumenté, démontré, etc. Donc toute science est science de l'homme. Vous voyez là, vous radicalisez le oui. Imaginez-vous comme un avocat devant plaider devant une audience en disant une science de l'homme est possible, petit a. Une science de l'homme est évidemment extrêmement possible, et même souhaitable et désirable, et il n'y a que ça qui est intéressant. Et puis, petit c, une science de l'homme, il ne peut y avoir que une science de l'homme. Il n'y a pas de science autre que, et en partie liée avec l'humain. Vous voyez ? Là, vous avez radicalisé dans votre première partie le oui. Avec à chaque sous-partie, une idée. Pas deux, pas trois, pas quatre, une idée. Il y a 3 idées pour votre grande partie 1. De plus en plus fort, vous les classez de plus en plus fort. Et le grand 2, ce sera un non au sujet. Donc vous avez plaidé en tant qu'avocat, vous changez de casquette et vous mettez la casquette du procureur, qui est l'ennemi de l'avocat, et qui va faire une plaidoirie exactement contraire à l'avocat. Mais pour passer du 1 au 2, vous devez faire une transition, parce que vous venez d'affirmer que c'était un oui radical en grand 1 petit c. Donc pour passer au grand 2 petit a, vous devez commencer votre deuxième partie. N'oubliez pas, à chaque partie, vous sautez une ligne et vous faites un alinéa, vous décalez de la marge. Hein. Je rappelle quand même cette règle de base. Il y a l'introduction, vous commencez par un alinéa, vous sautez 3 carreaux par rapport à la marge, et vous faites votre intro comme ça. Ensuite, vous sautez une ligne et vous commencez votre grande partie, grand 1 petit a, en faisant un alinéa, en ayant sauté une ligne. Le grand 1 petit b, vous allez simplement à la ligne, vous ne sautez pas de ligne et vous ne faites pas d'alinéa, vous allez simplement à la ligne. Mais il faut qu'on voit que vous allez à la ligne. Donc ça veut dire que vous devez vous débrouiller pour finir votre phrase au milieu. Parce que si vous finissez votre phrase à la fin et qu'après vous allez à la ligne, on ne voit pas qu'il s'agit de 2 parties différentes. Donc vous rajoutez un adjectif, un verbe, ce que vous voulez. Pour finir au milieu, vous mettez votre point. Et pour faire le grand 2 petit b, vous allez à la ligne. Le grand 2 petit c, vous allez à la ligne, sans alinéa. Et le grand... je me suis trompé, le grand 1 petit a, le grand 1 petit b petit c, tout ça vous allez à la ligne. Le grand 2 petit a, vous sautez une ligne parce que c'est la deuxième partie qui commence. Et vous faites donc un alinéa. À chaque fois qu'on saute une ligne, il faut suivre après par un alinéa. Et vous enchaînez le grand 2 petit b juste en allant à la ligne, le grand 2 petit c juste en allant à la ligne. Le grand 3, vous sautez une ligne, vous faites un alinéa, vous collez pareil les parties, et la conclusion, vous sautez une ligne et vous faites un alinéa. Voilà, c'est pour la forme. Grosso modo, l'introduction, ça vous prend votre première page de garde qui commence à la moitié. Hein, au bac, elle commence comme ça à la moitié. L'intro, c'est grosso modo votre première page. Ensuite, une partie, on va dire que c'est une page et demie. C'est-à-dire que 2 paragraphes, grand 1 petit a et grand 1 petit b, peuvent tenir en une page. Grosso modo, c'est un peu le format qu'il faut avoir. Voilà, donc il faut quand même écrire. Alors, je reviens un peu au plan. Le grand 2, c'est un non. Vous faites une transition en disant « Nous avons dit que c'était oui ». Alors, vous le formulez mieux. Mais en fait, il y a un problème. Vous devez pointer un problème. Si on dit oui, finalement, si on dit qu'il y a de séances que de séances de l'homme, finalement, on joue avec les mots, on réduit le sujet, et on ne fait pas la différence entre des sciences mathématiques ou des sciences humaines, des sciences comme la sociologie ou l'économie, des sciences concernant le fait qu'il y a des hommes et comment ils s'organisent, l'anthropologie, etc. Et donc, finalement, on noie la spécificité des champs scientifiques distincts. Donc, vous pouvez dire que c'est bien peu scientifique et que le procureur, il va devoir prendre la main en disant... non seulement c'est pas évident, mais en plus c'est impossible. Parce qu'en fait, une science, c'est rigoureux. Une science, ça doit être démontré, ça doit être universel. Or, les êtres humains, c'est pas si universel que ça. En fonction des cultures, en fonction des langues, en fonction des époques, tout ça c'est variable. Et c'est très dur de trouver des lois universelles qui puissent être applicables à n'importe quelle époque et dans n'importe quelle culture. Donc, c'est pas rigoureusement une science. Il faut critiquer l'expression « science de l'homme ». C'est peut-être, je sais pas, une approche culturelle, « cultural studies », comme à l'américaine, mais c'est pas une science en tant que telle. Et donc là, on va réfléchir sur le côté scientifique de la science. Et ça, c'est le procureur qui va le faire. Il va faire grand 2 petit a, il va dire « non, c'est pas possible ». Grand 2 petit b, il va dire « c'est certainement pas possible », encore plus fort, hein, une idée encore plus forte. Et grand 3 petit a, grand 2 petit c, là, c'est carrément, absolument impossible. L'homme, c'est la relativité. L'homme, il n'y a pas de loi.
Les émotions humaines, on n'a toujours pas trouvé un algorithme qui puisse les expliquer. C'est le bordel complet. Et donc, aucune science n'est capable de s'intéresser scientifiquement à l'être humain, ou alors c'est un système qui vise quelque chose de totalitaire et d'enfermant. Finalement, science de l'homme, c'est un oxymore. Deux termes totalement opposés, totalement contraires. Vous voyez comment le procureur est arrivé à démontrer quelque chose d'opposé à la première partie, qui est vraiment de dire c'est totalement impossible. Et il doit être de plus en plus fort. J'ai pris vraiment un sujet horrible, hein. J'espère que vous aurez un sujet un peu plus sympathique. Et le grand 3, qu'est-ce que c'est le grand 3? C'est pas la synthèse comme on le dit naïvement. Le grand 3, c'est très simplement le oui au sujet. C'est un oui au sujet, mais nuancé. Le grand 3, c'est vous dites oui, mais vous utilisez tout l'apport du grand 2 pour nuancer ce oui qui était un peu radical, idiot et spontané de l'avocat. Donc c'est le juge, le grand 3, qui va juger pour le oui, mais il va juger pour le oui en montrant que c'est plus nuancé. C'est plus compliqué que ce qu'on croit, vous voyez. Donc il faut toujours être dans la nuance. Le grand 3, si vous voulez gagner beaucoup de points, il faut dire une science de l'homme est possible, mais à condition qu'on utilise science dans tel et tel terme. Une science de l'homme est possible, mais attention, ça peut être une science qui sert les ambitions démesurées des hommes. Une science de l'homme est donc une science qui, c'est plutôt, il faut trouver des principes de mesure et de modération. Une science de l'homme, c'est possible si on n'oublie pas la science de la nature. Enfin, à vous de trouver le attention, c'est plus complexe, de faire des distinctions, de dire dans ce cas-là c'est possible, mais pas tout le temps. Donc ça doit être nuancé, ça doit être sage, tout simplement. Le juge, c'est le philosophe. Et d'ailleurs, le grand 3 petit a, vous dites c'est oui, mais attention, on a compris que, vous montrez les nuances. Le grand 3 petit b, vous montrez encore plus les nuances en expliquant bien avec une autre idée, et le grand 3 petit c, vous faites l'apologie de la philosophie. Bien sûr, vous dites que heureusement que l'approche philosophique, science de l'homme, l'approche philosophique nous permet finalement, science de l'homme, c'est la science du connais-toi toi-même, qui n'est pas rigoureusement une science, si ce n'est au terme antique du mot science, c'est-à-dire la connaissance, c'est-à-dire prendre conscience, science, hein, prendre conscience des choses. Vous pouvez parler de Freud si vous voulez, vous pouvez parler de l'oracle de Delphes. Donc, connais-toi toi-même, le mot de Socrate. Bref, vous pouvez nuancer comme ça et faire finir par une apologie de la philosophie. Alors, maintenant l'introduction. L'introduction, c'est très facile. Il y a 7 phrases. La première phrase, vous partez de l'opinion commune. Vous faites dans votre tête un micro-trottoir, vous interrogez dans votre tête 100 personnes, et qu'est-ce que ces personnes vont répondre? C'est votre première phrase, c'est la thèse que je vais appeler A, la thèse A. Donc, nous pensons spontanément, voilà le début de phrase super, dès l'abord, nous imaginons qu'une science de l'homme c'est possible, c'est-à-dire, et là vous expliquez un peu les termes du sujet, c'est-à-dire quelque chose qui permet de prédire les comportements, d'anticiper sur les émotions des êtres humains. Spontanément, nous imaginons qu'une telle science est possible, que ça soit dans la vente, que ça soit dans l'économie, que ça soit dans l'anthropologie. On s'intéresse aux faits humains. La religion appartient à cette science de l'homme. Il y a des religions différentes en fonction des cultures. La connaissance, la vision du monde qu'ont certaines cultures, eh ben, ça peut s'étudier, ça peut se comparer, ça peut s'analyser. Donc, il y a quand même une science de... Spontanément, on pense que oui. Thèse A, c'est le oui. Deuxième phrase, vous dites pourtant. Tout est dans le pourtant. Vous allez faire parler de procureur. Première phrase, vous faites parler l'avocat. Deuxième phrase, vous faites parler le procureur. Pourtant, cependant, néanmoins, je vous donne toute la totale. Hein. Pourtant, cependant, néanmoins, toutefois. Voilà, vous avez la totale, vous choisissez. Pourtant, et vous dites la thèse B, qui est l'opposé de A. A n'est pas égal à B. Pourtant, à parler rigoureusement, on s'aperçoit que l'homme est dans le monde de la relativité. L'homme est en évolution et ne peut pas être mis en boîte, mis en calcul, mis en équation. Et que du coup, c'est un abus de langage que de parler de science. Si on définit la science comme... Et là, vous donnez une autre définition de la science. Donc votre deuxième phrase, c'est « Oh là là, pas si vite, attention ». La première phrase, elle était spontanée, c'était l'opinion commune, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué et on s'aperçoit que peut-être que c'est B, peut-être que c'est non. Et donc, votre troisième phrase, c'est la problématique. Comment on peut avoir à la fois A et B, sachant que A et B sont opposés. Et là, le petit mot, c'est « dès lors ». Par conséquent, vous pouvez, mais c'est mieux « dès lors ». Dès lors, comment peut-on concevoir une science de l'homme Et là, vous redéfinissez encore, mettez encore des définitions dans vos phrases. C'est-à-dire, une science de l'homme, c'est-à-dire un modèle pouvant prédire des comportements et des attentes, etc. Et en même temps, B. Comment je peux avoir A et en même temps B, puisqu'ils sont opposés? Et dans le même temps, dès lors, comment pouvons-nous avoir une science de l'homme A
et dans le même temps, finalement, s'interroger sur, excusez-moi, dans le même temps dire que le caractère de la science étant le calcul universel, valable pour tout, etc., s'oppose radicalement à l'humanité, s'oppose radicalement au fait humain qui est à base de créativité, d'imagination et de séparation des langues et des cultures et des mœurs, etc. Point d'interrogation. Maintenant, vous allez poser 2 questions encore. Mais votre problématique, elle est là. Comment je peux avoir A et B en même temps? Mais les 2 questions qui suivent, elles doivent tuer A et tuer B. Donc vous dites en effet, virgule, c'est votre 4e phrase. En effet, et là vous allez exploser A. En effet, et là vous allez montrer, sous forme de question, que A, ça tient pas debout. En effet, science de l'homme, en effet, si on définit par science, etc., alors on voit bien que science de l'homme, c'est un abus de langage. Le mot science de l'homme, l'expression science de l'homme, n'est-elle pas un abus de langage? Pour l'interrogation. C'est une question, mais c'est pas la problématique. C'est une question qui montre que A est idiot, que la thèse A est idiote. 5e phrase, vous allez montrer que la thèse B, l'antithèse, est complètement absurde. Et là vous dites inversement, ou à l'inverse. Vous montrez bien que c'est l'opposé. Inversement, dire qu'il n'y a pas de science de l'homme, c'est condamner l'intelligence du fait humain à l'absurdité, au non prédictible, et donc on est dans le chaos, on est dans l'absurde, et tout ce qui serait humain serait absurde. Or pourtant nous voyons des lois. Donc c'est bizarre de dire qu'il n'y a pas de science de l'homme, c'est finalement nous empêcher de penser l'être humain. Vous voyez? Donc A c'est nul, B c'est nul. Alors là, normalement, on arrête d'écrire, on dit « Ok, il n'y a pas de réponse ». Les 2 thèses opposées. Mais vous devez, dans la 6e phrase, montrer l'enjeu. C'est-à-dire l'importance de rester vos fesses pendant 4 heures sur une chaise et de répondre. C'est pas parce que vous devez passer votre bac que vous le faites, c'est parce que la question est importante. Donc la 6e phrase, c'est l'enjeu. Il est pourtant il est pourtant important de penser ça, de réfléchir, de comprendre. Vous devez montrer que vous devez dramatiser un peu l'enjeu et montrer que c'est super important de répondre alors qu'on a bloqué toutes les issues. Vous êtes dans une maison. Votre problématique, vous avez bloqué la thèse de l'avocat, vous avez bloqué la thèse du procureur, il n'y a plus d'issue. Maintenant, vous devez allumer et mettre le feu à votre maison. C'est-à-dire vous devez vous mettre vous-même dans l'embarras. Et à la fin de la dissertation, au bout de 4 heures, vous allez sortir en héros de cet embarras. L'art de la dissertation, c'est l'art de se faire mousser soi-même par les concepts et par l'intelligence. Mais il faut vous mettre dans la merde, excusez-moi l'expression, pour après vous dire à votre examinateur, regardez comment j'en suis sorti, oh là là, on a pensé, on a avancé, on a fait plein de choses. Donc là, vous devez montrer que l'enjeu, il est vital, vous devez répondre absolument. Il est pourtant primordial. Après un 20e siècle désastreux, on a vu qu'en absence de l'intelligence de ce que c'est l'être humain, les pires atrocités, les totalitarismes et l'intolérance régnaient, il est important, après des siècles de colonisation, des siècles d'injustice, qu'on puisse pourtant essayer de comprendre les limites de la rationalité concernant les êtres humains. C'est super important. Sinon, ça veut dire que les injustices vont continuer. Ça veut dire que la paix n'est pas possible. Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous connaître nous-mêmes. Ça veut dire que les machines vont prendre le pouvoir parce que elles sont rationnelles, les machines. Vous voyez? Donc vous devez montrer que c'est très très important de répondre à la question. Et puis votre 7e phrase de l'introduction, tout ça vous le faites au brouillon, j'insiste. Pas de brouillon pour le reste. Dès que vous avez une phrase un peu délicate à écrire, vous la faites au brouillon. Quelques phrases, peut-être 5-6 dans toutes vos 4 heures. Mais l'intro doit être au brouillon. L'intro, vraiment, c'est très structuré, donc vous devez vraiment la faire au brouillon, que ce soit impeccable, et vous la recopiez après. Mais après, vous êtes lancé. Après, vous vous lancez selon le plan. Par contre, si une idée vous vient, si votre 3A ou votre 3B, vous avez une idée, vous pouvez remplir votre plan au fur et à mesure de votre rédaction. C'est pour ça que la page numéro 2 de brouillon, vous l'avez toujours sous les yeux. Et quand une idée vous vient, vous dites, est-ce que c'est le moment de la dire ou est-ce que je la mets plus tard? Et parfois, vous avez une idée, mais c'est pour votre partie numéro 3 ou votre partie numéro 2. Donc, vous pouvez remplir au fur et à mesure le plan. Ce qu'il faut, c'est bien sûr avoir le grand 1, petit a, petit b, petit c. Ça, vous pouvez le faire au brouillon. Mais le grand 2 et le grand 3 peuvent venir au fur et à mesure de votre rédaction. Donc, la dernière phrase, c'est l'annonce de plan. Alors, il ne s'agit pas de dire, on va dire ça, ensuite on va dire ça, parce qu'il n'y a pas de suspense. Vous devez
encore une fois, vous devez être le héros de votre aventure intellectuelle. Donc vous devez dire, nous allons réfléchir sur ce domaine-là, nous allons nous interroger sur ce problème-là, mais pas dire le contenu de ce que vous allez dire. Vous interrogez juste le nom du tiroir. Il y aura 3 tiroirs. Dans un premier temps, ça c'est génial, dans un premier temps, nous allons réfléchir aux limites de l'expression science de l'homme dans une perspective, je sais pas... on va dire oui, oui à une science de l'homme, dans une perspective, je dirais, psychologique ou une perspective humaniste pour le progrès de l'humanité, essayer de réfléchir à est-ce qu'on peut pas mettre une forme rationnelle à l'histoire humaine. C'est Hegel, le philosophe Hegel, qui peut vous inspirer peut-être. Donc ça c'est important de dire dans un premier temps, nous allons voir le grand 1. Vous annoncez le nom du tiroir. Virgule, toujours la même phrase, virgule, pour ensuite... nous pencher sur, nous interroger sur, réfléchir sur le grand 2, c'est réfléchir sur, non il n'y a pas de science de l'homme, c'est-à-dire sur les caractères spécifiques de la science et sa possible non-adéquation avec le caractère humain, volatile et changeant. Virgule. Et enfin, toujours la même phrase, et enfin, c'est le grand 3, essayez de nous interroger sur la validité d'une expression, etc. Vous mettez le grand 3, mais sous forme de tiroir à interroger. Voilà. Une fois que vous avez votre intro, vous vous lancez dans le grand 1, et vous commencez à faire le plan que je vous ai détaillé. Alors, petites astuces complémentaires. Parfois, vous sentez que vous gagnez des points. Vous sentez que vous avez une idée, là, le grand 1, petit b, là, vous dites, waouh, là, c'est super mon idée. Si vous sentez ça, et ça vous arrivera peut-être 5, 6 fois, 10 fois, vous devez continuer d'écrire des phrases. Ne vous arrêtez pas pour passer à la partie suivante. Quand vous entendez les points tomber, quand vous dites, waouh, mon examinateur, il va aimer ça, essayez d'aller plus loin, de tirer des conclusions. Et c'est très important, ça, de ne pas finir trop tôt pour avoir le maximum de points avec votre bonne idée. Autre conseil. Vous restez les 4 heures. C'est évident que vous devez rester les 4 heures. Et si vous finissez à 3h30, vous relisez votre copie autant de fois qu'il faut pour rester les 4 heures. Hors de question de partir avant, c'est stupide. Vous restez là, vous méditez vos trucs, vous corrigez. Voilà. Autre conseil, faut un peu s'entraîner dans l'année. Écrivez au stylo plume noir. Mais ça, c'est plutôt un entraînement de l'année. Et pas au stylo plume bleu. Alors ça paraît bizarre parce que le bleu, c'est facile. Avec l'effaceur, on peut effacer facilement. Mais il y a 2 raisons. D'abord, le stylo plume noir, c'est adulte. Les adultes matures, ceux qui sont sûrs d'eux, ils écrivent à l'encre noire, c'est-à-dire non effaçable. Donc vous devez signer noir sur blanc les choses. C'est une façon d'être responsable de sa pensée. Deuxième raison, c'est un peu plus compliqué quand on a fait une faute parce qu'il faut le petit effaceur, vous savez, le ruban effaceur, et après il faut écrire avec un stylo bille pour écrire dessus. C'est donc un peu plus compliqué. Donc vous aurez des fractions de secondes où vous allez réfléchir à l'orthographe beaucoup plus qu'avec l'encre bleue, où là vous allez faire plein de fautes et ne pas voir les fautes parce que c'est très facile d'effacer. Donc le fait que ça soit plus compliqué à effacer fait que vous allez toujours avoir dans votre tête est-ce que c'est la bonne écriture du mot. Et donc votre orthographe va y gagner. Donc non seulement vous avez plus de poids, ça fait moins mal aux yeux à votre correcteur, vous signez noir sur blanc les choses, mais en plus vous allez être plus vigilant, c'est des microsecondes qui peuvent vous faire éviter des grandes fautes d'orthographe. On sait que l'orthographe, normalement, vous n'êtes pas spécialement sanctionné là-dessus, mais en fait, c'est faux. S'il y a plein de fautes d'orthographe, l'examinateur aura une très mauvaise opinion de vous, c'est évident. Autre chose. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que j'oublie ? Oui. Vos fins de paragraphes. Il y a 9 paragraphes. Je parle des parties grand 1 ABC, grand 2 ABC, grand 3 ABC. À chaque fin de paragraphe, vous devez faire une phrase qui répond directement à la question, sans citer la question. On a compris que la question, c'est une science de l'homme est-elle possible ? Mais vous devez finir votre grand 1 petit a en disant « Nous voyons donc qu'une science de l'homme est possible parce que blablabla blablabla ». Et vous résumez tout ce que vous avez dit en une phrase. Grand 1 petit b. Une science de l'homme, où vous pouvez changer les mots, une science qui permet de définir ce qu'est l'humain, etc. Et donc possible et souhaitable dans la mesure où, etc. Et grand 1 petit b, c'est possible parce que, et de plus en plus fort. Donc il faut qu'on puisse prendre la fin de vos 9 paragraphes, et à chaque fois on aura une réponse claire et précise au sujet. Faites ça, vous verrez, c'est la meilleure façon de ne pas faire du hors-sujet. À chaque fin de paragraphe, faites une punchline, quelque chose qui a un peu de poids. Hein. Vous pouvez la rédiger au brouillon, hein, la dernière phrase de paragraphe. Mais il faut que ça soit bon. Mais vous devez répondre au sujet. Vous répondez au sujet. Oui, 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 oui. Ensuite, non, non, c'est sûr que non. Ensuite, oui, mais, et oui, vive la philosophie.
Et pour la conclusion, je vais finir là-dessus. La conclusion, vous dites que vous êtes génial. Alors vous ne le dites pas comme ça, mais grosso modo, vous dites on a eu beaucoup de mal à réfléchir, c'était très important comme question, et c'était compliqué, mais grâce à, en ayant vu ça, vous résumez en 2-3 phrases, on a réussi, nous sommes arrivés à cette conclusion-là, et là vous dites votre grand 3 petit c, parce que la conclusion n'est qu'un écho du grand 3 petit c, c'est le jugement final. Mais vous devez montrer que vous avez transpiré, vous devez le dire. Et vous devez ouvrir sur aujourd'hui. Dans la conclusion, vraiment, on peut dire, à notre époque, où finalement la technologie gagne et où tout devient scientifique autour de nous, la question de la science de l'homme est ô combien nécessaire pour qu'on puisse toujours penser de façon rationnelle ce qu'il y a de plus irrationnel, à savoir la folie humaine. Voilà, une phrase un peu poétique comme ça, qui est toujours dans le oui mais, qui est toujours dans la nuance, dans la subtilité. Gardez cette subtilité du grand 3 petit c, gardez-la dans la conclusion. C'est raffiné, il a fallu 4 heures pour arriver à cette sagesse et à cette subtilité. Enfin, je finirai en disant que vous devez poser des questions, et y compris, quand vous êtes dans l'embarras, dire que vous êtes dans l'embarras. C'est-à-dire que là, quand c'est compliqué pour vous, vous dites, là c'est très dur parce que nous sommes face à une contradiction entre ça et ça, comment va-t-on en sortir? Vous devez mettre en question vos propres douleurs d'écrire, vos propres questionnements. Vous allez gagner des points si vous avez des points d'interrogation bien sensés. Et c'est important, c'est pas que des affirmations, le devoir de philo, c'est des questions. Et surtout quand vous ouvrez vos parties, les transitions entre grand 1 petit c et grand 2 petit a, le grand 2, la partie grand 2, vous la commencez par une question, qui remet en question ce que vous venez de dire. Et la partie grand 3, vous la commencez par une question. Donc il faut qu'il y ait un questionnement. N'ouvrez pas la conclusion sur une question, fermez, mettez la subtilité sans faire le point d'interrogation final. C'est trop casse-gueule, parce qu'on peut vous dire, bah oui, mais il fallait le traiter ça, donc ne le faites pas. Mais par contre, dans votre copie, quand vous êtes face à des difficultés, quand vous doutez, dites que vous êtes en train de douter, dites que c'est dur. Voilà. Et puis, autre chose, vous pouvez effectivement apprendre 2-3 citations par cœur, bien les connaître, et si vous citez un auteur, c'est pas juste pour le citer, c'est pour expliquer. Vous devez expliquer l'auteur que vous citez, en quoi c'est intéressant, la phrase, et vous pouvez reprendre les mots de la phrase. Bref, ça doit pas être une citation qu'on balance comme ça, mais ça doit être une des idées parmi les 9 idées qu'on vous demande dans une disserte. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, et puis demain je croise les doigts pour vous, et surtout revenez me voir sur ma page Facebook ou sur mon Twitter pour me dire si ces conseils ont été utiles. À bientôt, bon courage.